Ayant mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye Higo t'entends, comme Riyad Mahrez, Issa Monet. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ta nouvelle émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Higo, take a seat, non? PDG, we waiting for you. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui nous avons l'honneur et la chance de recevoir le militant, l'activiste, mais surtout le philanthrope, l'homme que l'on nomme Almami Kanouté. Take a seat. Almami, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, brother, merci. Est-ce que je peux t'appeler Mam déjà? Ouais, bien sûr. Bien sûr, on est en famille de toute façon. Si. Déjà, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, Almami, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes? En quelques lignes, Almami Kanouté, 41 ans, résident de la ville de Fresnes, dans le Val-de-Marne, dans un quartier populaire qu'on appelle Les Gros, qu'on a surnommé Gros Clean, voilà, avec nos influences hip-hop, nos influences... la base, c'est le hip-hop, on va dire, on a grandi avec, tu vois. Exact. Donc, j'ai un fidèle de tout ce qui est rap new-yorkais, Kenry en général. D'accord. Moi, j'écoute plus de rap Kenry que le rap c'est franc, tu vois. Tu me fais penser aux frères de New York, de Philadelphie, là, tu sais, les grands passionnés de hip-hop avec une belle barbe. Hein, Elle n'est pas aussi belle que la tienne, mais j'essaye de... Il y a des trous un peu partout. Merci. Bon, je m'écarte pas. Ouais. Je m'écarte pas. Donc, je vais aller droit au but. Quel est ton regard sur la société en 2020? Mon regard dans la société en 2020, après, dans la continuité de mon parcours, tu vois, je suis passé par un bac pro, héros, études et réalisation d'outillage, tu vois, j'ai travaillé dans l'aéronautique. D'accord. En parallèle, j'ai créé mon association. Ma première asso, j'ai créé en 2002. D'accord. Donc, c'était 93e avenue, donc en référence à l'adresse de mon quartier. Bien. Et déjà à l'époque, plutôt que de rester enfermés entre nos quatre murs, les anciens nous avaient déjà inculqué ces valeurs. Les parents nous avaient inculqué ces valeurs d'ouverture, de partage, de solidarité. Très bien. Donc, plutôt que de galérer entre nous, on s'est dit, venez, on va chercher les gars de notre âge des autres quartiers. D'accord. On se fédère et puis on se fait des matchs, des tournois de foot ou de basket. Mais nous, on a déjà fait le tour entre nous, tu vois. D'accord. Tu sais, quand tu as évolué dans un quartier, entre quatre murs, on se connaît tous, en fait. Exactement. Et donc, du coup, avec cette assos, on a, d'entrée de jeu, voulu dépasser les frontières. D'accord. Et dans cette ambition-là, amène à ce que aujourd'hui je sois l'homme engagé que je suis, l'homme qu'on retrouve apparemment, je serai partout. Tout à fait. Mais ce que j'explique aux gens, c'est que on est dans l'obligation d'être partout, d'être actif à tous les niveaux, de pas être latent, de pas être dans l'attentisme. C'est-à-dire que on doit être des locomotives. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des locomotives qui m'ont conseillé, qui m'ont déconseillé de suivre tel ou tel chemin. Et ce qui m'a évité, moi, de tomber dans les travers, dans les pièges de notre société. Tu vois, on est malheureusement dans une société, pour revenir à ta question de base, malheureusement, nous sommes dans une société ultra consommatrice. Absolument. Une société ultra violente. Une société qui nous oblige à devenir individualiste. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir faire face à tout ça. Et donc, on est obligé, nous, à notre petit niveau, de créer des alternatives et assurer un meilleur avenir à notre jeunesse, à nos enfants. Donc, c'est pour cette raison que je me retrouve impliqué dans tout un tas de combats, de luttes. D'accord. Et qu'il est hors de question pour moi de rester là, observateur de tout ce qui se passe. Notamment aujourd'hui, en 2020. Malheureusement, voilà, on a eu tous un ennemi commun. C'est le coronavirus. Tout à fait. Et ça a remis le compteur à zéro chez certaines personnes, mais je pense que ça n'a pas été suffisant pour d'autres.
C'est-à-dire que les injustices et les inégalités, eh ben, ont été flagrantes, 2 fois plus flagrantes, puisque là, on a pu voir de près et au quotidien ceux qui continuent à subir malgré la menace qui est au-dessus de notre tête. C'est-à-dire qu'on a vu la répression sociale continuer. Tout à fait. On a vu les injustices continuer, se perpétrer. Donc, face à cela, normalement, bah, on a eu des réponses par la suite. Les gens sont sortis en masse dans les rues. Les gens ont commencé à prendre conscience que les choses n'évolueront pas uniquement via les réseaux sociaux, mais en se concertant physiquement, en partageant physiquement, en relayant l'information Tout à fait. physiquement. C'est-à-dire que on doit faire cet effort de dialoguer entre nous. On doit faire l'effort de s'entraider. On doit faire l'effort de se connaître. Et quand je dis c'est un devoir, quand je dis se connaître, c'est aussi se connaître soi-même. Parce qu'on a énormément de jeunes, malheureusement, qui ne se connaissent pas. Exactement. Qui ne connaissent pas leur histoire. Et ça, c'est plus qu'une fracture. D'accord. Donc, situation alarmante, j'ai envie de dire, pour 2020. Optimiste pour la suite? J'ai toujours été optimiste. C'est bien. C'est-à-dire, on va dire, je suis à 99% optimiste. D'accord. Et pourquoi pas 100? Parce que on s'est toujours inspiré de ce qui s'est passé hier, de ce que les anciens ont entrepris, ce qu'ils ont essayé de faire. Et il faut qu'on reste réaliste aussi. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que nous, on va peut-être réussir à faire évoluer des choses, mais qu'on n'aboutira pas à l'objectif final. D'accord. Donc c'est pour ça que je préfère dire 99%. D'accord. Et puis le reste, le pourcentage restant, bah, aux futures générations qu'on aura préparées à prendre la relève. D'accord. Bon, bah, c'est bien de le dire. En tout cas, c'est très clair. Mam, hormis toi, tes parents, quels sont les personnes, du moins les acteurs sociaux qui t'inspirent le plus, qui t'ont le plus inspiré? J'ai vu ici et là que, de toute manière, tu as été animé, cette flamme a toujours été en toi, plus ou moins, depuis ta plus tendre enfance. Mais voilà. Est-ce que toi, si tu veux, il y a quelqu'un qui t'a particulièrement marqué, et qui t'a poussé à justement aller de l'avant? On va dire que, bah, bien sûr, les parents, première source d'inspiration, mais tu as... mon père a eu le réflexe de me mettre face à des films, des documentaires, des sons, où il y avait des messages, tu vois, où on retraçait un petit peu ce par quoi était passée la communauté noire, par exemple. Tu peux citer des exemples? Tu vois, quand tu mets un enfant qui... Toi, j'étais en primaire, il nous mettait face à Chaka Zulu, Racine, Panthers de Van Peebles, tu vois, les films de ce type-là, tu vois, tu vois, et tu grandis avec une inspiration qui est outre-Atlantique et africaine à la fois. Tout à fait. Parce que les seules références que moi j'avais à l'époque où j'étais ado, bah, c'était afro-américaine ou africaine. Tu vois, c'est-à-dire, je vais te citer du Malcolm X, de Martin Luther King, du Marcus Garvey. Au niveau du sport, ça va être Michael Jordan. Tu vois. Et du côté de l'Afrique, ben, les pères libérateurs des ex-colonies françaises. Je vais te citer Sankara, Kwame Nkrumah, Lumumba. Tout à fait. Tu vois, Michael Cabral. Tu vois, j'avais ces modèles. D'accord. Tu vois. Et pour moi, dans ma tête, ils ont commencé un combat, on doit être dans la continuité. Après, chacun à sa façon, chacun avec son style et on va dire à son niveau, chacun avec sa réalité. D'accord. Tu vois. Moi, le truc, c'est que on est né en France, on est dans une réalité française, européenne, et le plus gros des combats, ça a été de lutter face à la crise identitaire. Tout à fait. Tu vois, parce que j'ai connu cette période où j'en voulais à tous les blancs du monde, par rapport à ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je lisais. Mais avec du recul, quand tu prends de la maturité, tu fais la part des choses. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux apporter pour faire évoluer les choses?
Exactement. Et là, tu te forges un état d'esprit. Tu te dis, dans un premier temps, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais où est-ce que je veux aller, je sais quels sont mes objectifs. Et pour ça, bah, ça part déjà dans quelque chose d'important, ce que je rappelle en tant que travailleur social, puisque j'étais éducateur spécialisé. D'accord. Aujourd'hui, je suis consultant, tu vois, dans le domaine du social, de la communication et de l'événementiel. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de concret, de constructif comme outil aux futures générations. D'accord. Pour que eux, quand ils vont être confrontés aux difficultés que nous avons connues et que nous connaissons encore aujourd'hui, aient les armes, les outils et l'intelligence nécessaire pour contrer, détourner, enjamber. D'accord. Parce que l'objectif, c'est pas de leur dire, leur faciliter la tâche. Absolument pas. Parce que rien n'est facile. L'objectif, c'est de leur permettre d'être munis jusqu'aux dents, de manière à ce que ils deviennent, j'ai pas envie de dire intouchables, mais indestructibles en fait. Tu vois ? D'accord. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, l'assurance que j'ai en moi aujourd'hui, elle vient pas de nulle part. C'est au fil des années, je me suis forgé un état d'esprit, un objectif, des objectifs. D'accord. Et je me suis interdit déjà de manquer de respect aux gens qui m'entourent. Je me suis interdit de manquer de respect à mon environnement. Je me suis interdit de manquer de respect à mon histoire. Je me suis interdit de manquer de respect à mon quartier, à la rue. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et aujourd'hui, ces codes-là, ben, je constate que de plus en plus, notre jeunesse ne prend plus conscience qu'il y a des codes à respecter, quel que soit le contexte. Que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois dans la street, que tu sois en soirée, que tu sois entre amis. Il y a des codes basiques. Et ces codes-là n'existent plus. Comme. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et c'est pour ça que je parle sur quand je m'adresse aux jeunes que j'accompagne, je leur dis le respect ne s'obtient pas par la force. Tout à fait. Le respect ne s'obtient pas par la violence. Le respect s'obtient par l'attitude. Exactement. La bonne attitude. Exactement. C'est-à-dire, tu te tiens bien, tu es correct avec les gens. Naturellement, les gens seront corrects avec toi et seront respectueux. Exactement ça. C'est bien de le dire. Tu vois, et ça vaut pour tout, en réalité, cette formule. Et je leur fais la démonstration. Tu sais, certains jeunes aujourd'hui me demandent, ouais, comment tu fais pour connaître un tel, ou te retrouver dans le cinéma. Parce que tout au long de mon parcours, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qu'ils soient de mon département ou d'autres départements ou de l'Hexagone ou au niveau international, c'est des personnes avec qui j'ai partagé, des personnes avec qui j'ai eu de respect, des personnes avec qui j'ai gardé le contact. Tout à fait, c'est important, ouais. Et sans rien demander, un jour, tu reçois un coup de téléphone, je suis sur un projet, là, est-ce que ça t'intéresserait d'y participer ? Tu vois ? Comme Bien sûr. avec nous deux. Absolument. Absolument. Tu m'as abordé. Absolument. Bien, j'ai adhéré. C'était très facile. Tu vois ce que je veux dire ? Très facile. Et ça, tu vois, les gens peuvent se dire, ouais, mais c'est bon, maintenant, certains vont avoir cette mentalité à se dire, ouais, non, tu devrais juste être présent et répondre présent pour des gros médias et autres. Je dis, mais pourquoi ? Pourquoi on devrait juste uniquement être répondre à des invitations mainstream ? Je dis la base. La base, c'est quoi ? On part d'en dessous. Et tous ceux qui partent d'en dessous, on doit continuer à leur donner de la force, même si on a atteint un certain seuil. Très belle tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je me l'interdis aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Je dis, moi, je suis passé par là, j'ai monté mes petits projets. Et ben, j'étais bien content quand j'avais des gens qui me donnaient de la force. D'accord. Et ces gens-là, encore aujourd'hui, je les remercie. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont contribué à mon évolution. Ils ont contribué à ce que aujourd'hui, je puisse continuer à être optimiste. Tout à fait. Tu vois ? Sans oublier voilà, l'objectif principal. Mais c'est pour ça que je suis très à cheval. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à devoir créer une nouvelle association que je vais appeler Attitude. D'accord. Qui aura pour objectif de créer et de produire des ateliers d'éducation populaire. D'accord. Tu vois, là, je t'évoquais les codes. Bien sûr. Et ben, ces dispositifs-là, l'objectif sera de réinculquer les codes de la vie.
tout simplement. D'accord. À tous les niveaux. On y reviendra plus longuement. Je voulais m'attarder 2 petites secondes. Est-ce que tu penses, je vais revenir sur la question que je t'avais posée tout à l'heure, à savoir l'année 2020, ce qu'elle t'invoquait. Est-ce que si tu veux aujourd'hui, toi, comme d'autres personnes, des figures emblématiques, je pense à Assa Traoré, qu'on connaît très bien parce que c'était mon éducatrice aussi. Est-ce que c'était pas finalement la banlieue attendait des personnes comme vous pour justement se mobiliser, aller de l'avant, être derrière vous? Parce que je vous dis aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue extérieur, en vous voyant, vous en imposez à travers ce que vous dégagez, à travers vos paroles, vos prises de position. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou tu penses que c'est moi qui me fais une lubie en vous Non, ce que je pense, c'est... Après, c'est souvent un conseil que je donne, moi, aux jeunes que j'accompagne, que je conseille. L'un des propos que je tiens le plus souvent, c'est que je leur demande de ne pas être dans une position d'attente, de ne pas être dans l'attentisme. Mais ce que tu évoques là, je l'entends et je le comprends. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous, ados, nos références, au-delà des sportifs ou des artistes, C'est ça. nos références étaient outre-Atlantique ou africaines. Exactement. Sur le plan intellectuel, sur le plan instructif, sur le plan entrepreneurial et ainsi de suite. Là, à notre époque, il y a une évolution, une forte évolution. C'est-à-dire que ceux qui rasaient les murs, donc je parle de la génération de nos parents, une époque, ont fait des enfants. Exact. Et ces enfants-là, bah forcément, ayant évolué entre deux cultures, se sont forgés un état d'esprit. Toi, on pourrait dire qu'on est une génération mutante. Toi, souvent, je nous compare à l'histoire des X-Men. Mhm. Toi, c'est comme si tu avais un professeur Xavier qui a investi dans un sanctuaire et qui ouvre ses portes à toutes les personnes rejetées par la société dans laquelle on vit. Tu vois, ça pourrait être un sanctuaire qui rassemble tous ces Français avec des origines. Hors cercle européen, par exemple. Mhm. Ou même en y incluant des Européens, puisque on sait qu'avant, les Noirs et les Arabes, les Portugais, les Italiens, les Espagnols subissaient aussi des discriminations parce qu'ils n'étaient pas français. Exact. Tout simplement. Donc, on est en plein dans un éternel recommencement. Aujourd'hui, ce sont les Roms qui en mangent plein la gueule. Ouais, faut le dire. Et on ne doit pas être méprisant envers eux. Ce qu'ils subissent, c'est ce qu'on a subi, ou ce que nos parents ont subi. Et nous, à un certain degré, on le subit encore aujourd'hui. Les bidonvilles, majoritairement, c'était la communauté maghrébine qui ont connu les bidonvilles. Après, il y a eu la communauté noire qui est arrivée après. Mais aujourd'hui, les bidonvilles, ce sont les Roms. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que l'histoire ne fait que se répéter. L'histoire ne fait que se répéter et les gamins qui ont grandi dans les bidonvilles vont avoir une rage tellement puissante que je ne m'étonnerais même pas de voir dans 10-15 ans des Français d'origine rome occuper des postes honorables dans la société française. Tu vois, des postes exemplaires. Bien sûr. Et les jeunes roms auront des références directes. Après, moi, par exemple, tu vois, ma référence en tant que sportif qui n'a jamais bougé, c'est Eric Cantona. D'accord. Pourtant, c'est pas un Renoir. On n'a aucune affinité et autres. Mais je reviens sur son attitude. L'attitude qu'il avait et qu'il a encore aujourd'hui, moi, me parle. Puissance 1000. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, c'est inspirant. Et aujourd'hui, la répercussion qu'on peut avoir, toi, à travers ton média, peut-être que tu vas inspirer des jeunes de Sarcelles, même au-delà de Sarcelles, à vouloir créer son propre média. Exactement. Et moi, à travers mon parcours, je sais qu'il y a des répercussions derrière. Parce que quand je fais comprendre à des jeunes que j'ai commencé, premier job, à faire le ménage dans une usine, et ensuite, j'avais mes études à côté, et ensuite, j'ai créé mon assos, et ensuite, je me suis retrouvé à travailler dans le social, et après, invité par de nombreux artistes pour participer dans leurs clips, parce que j'étais très engagé contre les luttes, contre les injustices et les inégalités, je donne une réponse à cette jeunesse. Tout à fait. Et la réponse, elle est simple. J'ai décidé de faire les choses.
J'ai décidé de ne pas attendre après qui que ce soit. J'ai décidé de faire les choses. Donc malheureusement, nous sommes encore dans ce monde qui nous impose des références Exact. qui ne sont pas forcément les bonnes. Parce que quand je vois des jeunes filles s'inspirer des personnalités des téléréalités, d'ailleurs les garçons aussi, ou s'inspirer des artistes dont certains ne véhiculent pas forcément Absolument. de bons propos, même si on sait que c'est de l'ordre du divertissement. Mais on doit permettre à cette jeunesse-là de faire preuve de discernement, de faire la part des choses. Tu vois, je ne dis pas que tout est mauvais, tu vois ce que je veux dire. Il y a des sons, j'apprécie, sont bien faits. Artistiquement, il y a des choses sont propres. Mais dans les propos, souvent, c'est du sale. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, en tant que travailleur social, en tant que consultant, je décrypte. Tu vois, je fais des ateliers où je décrypte les propos, on cherche à trouver les définitions, et quand il y a des métaphores, là, ça devient intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te confronter à ces fameux rappeurs-là qui ont des paroles un petit peu plus fantasques? Ouais, j'ai envie de dire des paroles science-fiction. Voilà. C'est de la fiction. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Moi, en tout cas, pour ceux que je conseille, je dis, les gars, n'hésitez pas, même si c'est votre créneau, de temps en temps, à utiliser votre art pour faire passer le message. D'accord. Ou des messages. N'utilisez pas à faire usage de votre art pour véhiculer des choses qui vont nourrir les esprits positivement. D'accord. Tu vois, moi, je ne veux pas interdire les sons d'ambiance, on fait la teuf, on a envie de s'évader. Parce qu'à la base, l'art, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est le moyen de s'évader, de s'exprimer. Mais, quand on reprend l'histoire du rap, les Afro-Américains qui vivaient dans le ghetto, ils avaient envie de s'amuser, ils avaient envie de passer un bon temps. Exactement. Après s'être fait tabasser par des keufs ou s'être fait Exact. tirer dessus. Mais, dans le rythme et dans l'ambiance et dans la joie, la bonne humeur, ils racontaient leur quotidien. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, je veux juste que les artistes prennent conscience que de rétablir la base même du rap, la base même du hip-hop, et ne pas laisser l'industrie de continuer à travestir notre C'est culture. ça. Dans Parce vos que institutions. c'est notre culture. C'est Tu vois ce que je veux ça. dire? Exactement. Et après, je peux comprendre que l'institution crée des voies qui permettent de s'en mettre plein les poches. Exact. Mais de l'autre côté, on ne fait pas évoluer les esprits. Tu vois? Tout à fait. Et je me dis que, est-ce que, comme aux États-Unis, il va falloir qu'on crée un collectif d'artistes conscients ou d'artistes assumant leur responsabilité de contribuer au-delà de leur musique, au-delà de leur art, à des ateliers, à l'accompagnement scolaire, à des sorties pédagogiques. Ils le font, les Afro-Américains. Bien Tu vois, sûr. ils le font, les Américains. Et ici, tu vois, aujourd'hui, on a fait comprendre, si tu veux réussir, occupe-toi de tes affaires, de ta musique, ça. de ton sport. Ce qui se passe dans les quartiers populaires, oublie. Et c'est ce qui a, malheureusement, laissé cette place vacante, tu vois, cet espace qui aurait pu être occupé justement par toutes ces personnalités, laisser place à la drogue, par exemple. Tu vois, moi, je sais que l'exemple de mon quartier, on a tellement occupé l'espace que la reproductivité du business n'a pas pu se faire. Parce qu'on s'est concentré sur une génération qui aurait pu être attirée par l'argent facile, et on les a orientés sur autre chose. D'accord. D'accord, c'est une très bonne chose en tout cas. C'est une très bonne chose, Mam. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur le comité Adama, parce que tu occupes une place prépondérante, très importante. Mais est-ce que tu peux nous dire finalement quelle est ta réelle fonction au sein du comité? Et comment les premiers contacts se sont... Faut savoir, au sein du comité, c'est la pluralité l'addition de plusieurs individus, plusieurs structures, plusieurs associations qui ont l'expérience dans ce genre de combat contre les violences policières. Ma place n'est pas plus importante que le bénévole qui va juste être là pour porter les barrières hautes. On est tous au même niveau en réalité. D'accord. Après,
mon expérience et mes années d'activisme en regard extérieur font que j'ai peut-être une place importante, mais elle n'est pas plus importante que les autres. C'est-à-dire on est tous au même niveau. C'est-à-dire chacun apporte son point de vue, chacun apporte son conseil. Après, effectivement, nous, il va y avoir plus d'attention parce qu'on connaît déjà les procédures. On sait déjà comment l'État va réagir. On sait déjà comment la justice va agir ou contre-attaquer. Et moi, ma rencontre avec Kassa, j'étais là dès les premiers jours. Samir du MIB y était. Il nous faisait un retour parce qu'on agit en coordination. Donc on n'avait pas besoin d'y être tous le jour même. Mais il y a été. Il nous a fait un état des lieux. Et lorsqu'il nous a dit, là, il y avait besoin de nous, on a débarqué. Toi, comme une équipe, en fait. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que Assa revenait de voyage. On ne s'était pas encore vraiment croisés physiquement. Et on s'est croisés, je crois, une semaine après le décès de son frère, sur la radio africaine numéro 1. Et là, après cette émission, on a pris un verre ensemble. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus lâché. D'accord. Parce qu'elle avait entendu parler de moi à plusieurs reprises. Certaines de ses collègues avaient parlé de moi puisque ils savaient que j'étais très engagé au-delà de ma fonction d'éducateur spécialisé dans les quartiers. Et du coup, elle aussi éducatrice. Le feeling est passé direct. Et je lui ai dit, à ça, moi, je suis à la disposition de ta famille. Si vous êtes prête à mener le combat, je serai là jusqu'au bout avec vous. Donc, il faut juste savoir que quand on est militant, quand on est activiste, on le fait par solidarité. On le fait en soutien aux personnes dans le besoin en fonction des circonstances et du contexte. Et ce que les gens oublient, parce qu'aujourd'hui, je constate, pour répondre à ta question, le constat de 2020, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, militer, c'est devenu fashion. Tu vois, c'est devenu à la mode. Alors qu'on parle de choses sérieuses. On parle d'actes politiques. Si prendre position, c'est pas tu vois, juste dire ouais, je suis militant. Non. Aujourd'hui, on a pris des risques. D'autres continuent à prendre des risques. Et parfois, on a amené à sacrifier des choses de nos vies privées, personnelles. Exact. Mais nos convictions nous amènent, nous poussent C'est ça. à être auprès des familles, à être auprès des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain face à des situations qui peuvent paraître insurmontables. Exactement. Et donc nous, on a jusqu'à aujourd'hui, nous apportons des conseils, des stratégies, et on le fait en concertation. D'accord. Et indirectement, on se retrouve à former des personnes qui n'étaient pas forcément impliquées Tout à fait. sur les questions politiques ou militantes. D'accord. Donc voilà, l'important c'est qu'il y ait une réelle coordination et surtout une organisation. C'est-à-dire que quand nous on arrive, Samir fait la proposition de créer un comité parce qu'il y a 20 ans, c'était ce qu'il faisait avec le MIB. Et on a fait la même chose avec la famille Traoré. D'accord. Et toutes les affaires qui ont suivi, certaines avant la mort d'Adama, ont eu le même réflexe. D'accord. Et là, si tu veux, des gens se demandent, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de projecteurs autour du comité Adama ? La réponse, elle est simple. La famille Traoré a décidé de s'entourer de personnes d'expérience ou non expérimentées. Et on fait le choix de suivre ou non certains conseils. D'accord. Et pour le moment, tous les conseils qui ont été suivis, c'est des conseils que la famille Traoré ont validés et ils continuent dans ce sens-là. Nous, on n'est pas là pour imposer des idéologies ou influencer ou quoi que ce soit. D'accord. On pose sur la table les éventualités et les familles font le choix. Et ce travail-là, nous le faisons aussi auprès d'autres familles. D'accord. Et aujourd'hui, Mam, est-ce que tu penses que le combat justement d'Adama Traoré est en train de porter ses fruits ? Oui, il porte en gros ses fruits. Parce que depuis 4 années, la famille se bat pour la même chose. Exiger vérité et justice. D'accord.
et, et le jugement des 3 gendarmes impliqués dans la mort d'Adama Traoré. D'accord. Et c'est le mot d'ordre depuis le début. Exactement. Et aujourd'hui, le comité Adama porte ses fruits de son déterminisme, de son intégrité, de son combat sans relâche, Tout à fait. c'est-à-dire sans se dévier du combat en lui-même. Et au-delà justement des frontières du combat que la famille Traoré mène, que le comité mène, c'est que le comité se retrouve à imposer le débat des violences policières et du racisme dans nos sociétés. Exactement. C'est-à-dire que ça a dépassé très largement le combat de base. C'est ça. Et effectivement, les gens qui étaient dans l'attente, qui étaient dans l'espoir que un jour, il y ait une organisation ou des gens qui portent avec fermeté des revendications qui ont été parsemées à une certaine période. Et aujourd'hui, ben, ça permet à nombreux citoyens de se rendre compte que depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, on nous fait croire Tout à fait. que des choses sont mises en place pour notre bien, mais en réalité, on fait plus de mal qu'autre chose. Tout à fait. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, je partage la même vision que toi. On va partir sur un sujet un petit peu plus gai, hein, si ça te va. On t'a vu justement dans le 7e art. Franchement, je sais que tu avais participé également au scénario de Mon Frère. Ouais. Mais si tu veux, là, on t'a vu vraiment à l'écran en tant que Salah dans le film Les Misérables. Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences-là? Déjà, permets-moi de te dire que tu as excellé dans ton rôle. Merci. Tu as excellé. Donc, raconte-nous comment la rencontre s'est faite avec Ladj. Et on veut tout savoir, tout simplement. Ladj, tout comme moi, il est d'origine malienne. D'accord. On est de la même génération. D'accord. On s'est connus à l'époque quand on était ados parce que voilà. La vie a fait que. Communauté malienne, j'ai de la famille sur Clichy. Donc quand on va passer les vacances là-bas ou qu'il y a des fêtes, on a amené à rencontrer des jeunes de notre âge. Tout à fait. On se lie d'amitié. Et si tu veux, il y a eu 2005 après. Les révoltes de 2005, exact. Suite à la mort de Zied Ebouna. Paix à leur âme. Et moi, il était hors de question déjà à cette époque que je reste derrière mon poste de télévision à regarder. Tu vois, moi, j'avais créé mon assos depuis 2002 et justement l'objectif c'était de venir en soutien dans l'entraide auprès d'autres quartiers qui subissent des injustices et des inégalités. Okay. Et là, plutôt que de regarder les choses s'embraser, on est venu prêter main forte. D'accord. Aux frères de Clichy-Montfermeil. Et là, j'étais là. Et puis, les gars ont suggéré. Nous venons en renfort. Et franchement, par solidarité, tu vois, tout mon respect à tous ceux qui ont toujours œuvré bien avant 2005 et qui ont continué après. Et pendant qu'on tournait Mon Frère, pendant le tournage de Mon Frère, sur lequel j'étais acteur et co-scénariste, je reçois un appel de Ladj qui me dit je suis sur mon premier long métrage et tout, j'ai un rôle à te proposer et tout, est-ce que tu serais OP pour y participer, toi, pour te prêter au jeu des essais et tout. Je lui dis ok, et en fait quand il me décrit le personnage, il me dit voilà, c'est pour interpréter le rôle de Salah, un frère Muse et tout. Dès que j'entends frère Muse, je dis non, là c'est chaud, t'as vu mon faciès déjà, dans mes engagements politiques, on a voulu me pourrir parce que j'avais une grosse barbe, parce que j'étais chauve, et on a passé, ils passaient leur temps à vouloir me faire passer pour un extrémiste communautaire. Donc moi, t'as vu, j'étais réticent dès le départ. Toi, je voulais pas qu'on me colle cette étiquette à vie. Tu vois, parce que quand tu commences à être dans un film, et surtout que, tu vois, je me disais même pas que le film allait marcher, tu vois. Mais je me dis, il m'a envoyé le projet, et quand il m'a envoyé le projet, parce qu'il était sûr de lui, tu vois, il disait, attends, je t'envoie le projet, et ensuite, là, tu me donnes ton avis. Quand il m'a envoyé le projet, je l'ai lu,
Et je lui ai dit, ah, là, il nous a fait quelque chose de très, très lourd. Tu savais déjà. Bah, j'avais vu le court-métrage. Là, c'était la version longue. Mhm. La version longue, je lui dis, ah ouais, là, il met les pieds dans le plat. Mais quand je dis, c'est les 2 pieds dans le plat. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est du lourd. Et par rapport à ça, je me suis dit, ben, vas-y, je suis chaud pour les essais. Ok. J'ai fait les essais à 2 reprises. Et il me rappelle, il me dit, c'est bon. Et tu vois, j'étais dans l'enthousiasme de participer à ce projet-là parce que le récit en lui-même, on était en plein dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son projet, il a 10 ans d'âge. Ça faisait 10 ans déjà qu'il voulait faire ce film-là. D'accord. Et constater que les sujets traités dans son film bah, sont les sujets sur lesquels on se bat encore aujourd'hui. Exactement. Avec acharnement, tu vois. Exact. Et franchement, ça a été avec fierté et honneur que j'ai contribué à ce projet-là. Et voir ce que ça a donné par la suite, Ça rend je dis, d'autant plus tu vois, fier. ça rend encore plus fier. Et l'aventure, le pire, c'est que l'aventure continue encore. C'est ça. Tu vois, c'est que malgré le confinement, les gens organisent des projections, débats, on est sollicité. Et moi, le plus, c'est que je suis travailleur social Tout à fait. et activiste, engagé politiquement. Donc, tous les sujets traités dans le film Te parle. me parlent. Tu vois, c'est-à-dire quand on Exactement. était dans la promotion du film, on a fait plus d'une vingtaine de dates dans toute la France. Oui. Les débats étaient riches. Les débats étaient riches parce que il y avait l'interrogation de nombreux citoyens qui ne connaissaient pas forcément la réalité de certains quartiers populaires. Donc, à la fois, on rassurait parce que on leur expliquait que c'était pas tous les jours comme ça. Oui, bien sûr. On leur expliquait que il se passe vachement plus de choses positives que de choses négatives. Exactement. Mais là, pour le coup, le réalisateur avait envie de mettre 2 mondes en face à face. Et entre ces 2 mondes, donc 2 mondes d'adultes qui emprisonnent les futures générations. Exactement. Et l'interrogation pour nous tous en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? On continue à observer ce qui se passe Mhm. ou on essaye d'agir pour limiter la casse? D'accord. D'accord. Bah, c'était de toute façon un franc succès à tous les niveaux. Et d'ailleurs, j'avais même vu qu'ils vous avaient emmené même plus loin en Europe, à Sarajevo. Ouais. Tu vois? Ouais, j'ai vu ça. Belle d'expérience. Belle surprise. Belle surprise. Franchement, c'était... Je crois que c'était... Ouais, c'est une date mémorable. D'accord. Sarajevo. D'accord. C'est parce que quand tu sais que tu es invité dans le premier festival qui a été monté pendant la guerre, D'accord. et tu dis et tu tombes sur des immeubles encore criblés de balles, tu vois, avec les marques des balles qui étaient tirées à l'époque, des obus et tout. Et c'est un pays qui est marqué à tous les niveaux. Et le fait d'avoir eu aussi un énorme succès là-bas après la projection, c'était un honneur aussi. Et est-ce que on a vu que bon déjà le film a été primé, hein, ça, comme tu le sais, malheureusement aux Oscars. Bon, c'est la vie. T'as été là-bas toi? Oui, j'ai été. T'as été là-bas? Ouais. C'était une belle expérience. Belle expérience aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais. T'as pu rencontrer d'autres acteurs qui Ouais. ont vu le film peut-être. Ouais, on a rencontré des personnalités qui ont validé le film, qui ont kiffé, D'accord. nous rencontrer. Franchement, c'était top. Belle expérience. Ouais, Bon, super. d'accord. Bon, c'est cool. Est-ce que pour toi c'était si tu veux c'est un devoir en fait de conscientiser à travers ce genre de film là? Je dirais plus qu'un devoir, une obligation. Ok. Une obligation d'utiliser son art, comme on disait tout à l'heure avec les rappeurs. Même ça peut être aussi avec les sportifs. D'accord. C'est une obligation qu'à travers nos activités professionnelles, que nous soyons relais et vecteurs et porteurs de messages D'accord. positifs et porteurs d'espoir, j'ai envie de dire aussi. Parce que on peut faire des films, on peut faire des bons sons, on peut réaliser de belles choses à travers le sport. Exact. Mais il faut que ça ait un impact et une importance au-delà du divertissement. Exact. Il faut que ça ait un apport au moral en général. Il faut que ça ait un apport dans la réflexion commune. Et un film comme Les Misérables, On est en plein pardon,
nous oblige à nous remettre en question. Tout à fait. Tu Tout vois. à fait. Carrément. Complètement. Complètement. Ouais. Et à quand un film sur la vie d'Almami? Ça, je sais pas, mais peut-être un livre. Un livre? Un livre qui devait déjà être prêt il y a 2 ans. D'accord. Mais avec l'éditeur, ben, on s'est dit, ben, vu que chaque année, ça va de rebondissement en rebondissement, il y a eu le succès des Misérables. Tout à fait. Là, il y a eu tous les rebondissements à travers le comité, l'affaire Adama. J'espère que 2021 ou cette fin d'année sera un peu plus calme pour que je puisse me repencher sur ce projet-là. D'accord, Et d'accord. c'est un projet, d'ailleurs, pour parler film, c'est un projet qui sera présenté sous 3 formats. Ok. Audio, papier et vidéo. Oh. Donc, il y aura C'est une très belle chose. sûrement court-métrage. Après, qui sait, peut-être ça aboutira à un film. Bien sûr. Mais je pense que ça sera sur format court-métrage. Une bande originale qui D'accord. sera composée de mes amis artistes D'accord. et de ceux que j'aime bien, s'ils veulent bien y participer. D'accord. Et puis, j'y prêterai aussi ma voix, puisque j'ai l'intention, ben voilà, je sais que beaucoup de jeunes n'aiment pas lire, mais peut-être que la porter sous format audio Exactement. pourra aider à être sensibilisé sur le contenu de mon livre. Ben, ça sera une partie de moi, de mon parcours, de ma D'accord. vision des choses, Tout à fait. et afin de partager au mieux mon état d'esprit, puisque apparemment, pour certaines personnes, je resterai une personne mystérieuse, on ne sait pas ce qu'il veut exactement, je Ouais. serai imprévisible, alors que pourtant les choses sont claires. C'est clair. Je lutte contre les injustices et les inégalités, C'est clair. et tous les moyens sont bons pour les lutter contre, tout simplement. D'accord. Donc, c'est en totale adéquation avec ce que je disais juste avant, que l'art est vecteur de messages aussi également. Exactement. Donc, c'est très bien. En tout cas, la discussion touche à sa fin, parce que je préfère le terme discussion qu'interview. Ouais. Au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions vraiment chaleureusement, Mam, d'être venu, de nous avoir accordé du temps. Ah, merci C'est pour super l'invitation. important. C'est super important, pardon. Et d'autant que ça s'est fait, je tiens à le préciser, face à la caméra très rapidement, très facilement. Je ne dirais pas comment, mais c'était très facile. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mam? Ben, la santé surtout, D'accord. pour pouvoir continuer les combats, les projets, et continuer à essayer de transmettre au mieux aux futures générations et apporter sa contribution D'accord. à l'évolution de tout un chacun D'accord. dans notre société, et de le faire, comme je le dis si souvent, avec attitude et D'accord. sans modération. En tout cas, t'excelles dans ton domaine, permets-moi de te le dire. Merci. C'était le chairman avec Almami Kanouté pour We Hustle et mes paroles Valtier. Peace. We hustle, baby.